vers un pays. On ne fera pas un pays comme ça. Bien évidemment. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre canal pour une nouvelle émission d'actualité et d'analyse politique. Aujourd'hui, nous recevons une figure bien connue des observateurs algériens, militant engagé, analyste et avisé des équilibres internes et géopolitiques du pouvoir algérien, ancien candidat à l'élection présidentielle. Notre invité, il n'a jamais cessé d'interpeller, de questionner, de proposer. J'ai l'honneur d'inviter Monsieur Omar Erkmourtar. Monsieur Omar Erkmourtar, bonjour, très content de vous recevoir. Bonjour, non, c'est moi qui vous remercie. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez été candidat à la présidence de la République démocratique et populaire d'Algérie. Qu'est-ce que cette expérience, je suis curieux de savoir moi en tout cas, qu'est-ce que cette expérience vous a révélé des rouages réels du pouvoir? D'abord, Est-ce que vous avez été entravé? Est-ce que vous avez tout ça, on est curieux parce que c'est quand même un passage de votre carrière, de votre vie qui a été quand même importante. oui. D'abord, j'ai le droit, enfin j'ai toujours le droit d'être candidat à la présidentielle algérienne. Tout simplement, je remplis les conditions. J'ai l'âge et je n'ai que la nationalité algérienne. Deux conditions que je remplis. Deuxième chose, pourquoi je n'ai pas été jusqu'au bout? Parce que j'avais posé deux conditions. Elles n'étaient pas satisfaites, donc je me suis retiré naturellement. Hein. Les conditions, c'est de retirer le qualificatif organisation terroriste, OMAC, puis libérer. La deuxième, c'est libérer tous les prisonniers politiques et les otages kabyles. Ça n'a pas été donc fait. Je me suis retiré naturellement. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi je suis candidat? Parce que j'avais dit, en 2019, il fallait un locataire à Al-Mouradia. J'étais contre le Hirak. Je savais que la rue ne gouverne pas, que le Hirak ne pouvait pas aboutir. Il n'avait ni leader, ni projet politique. Il y avait des slogans qui changeaient tous les vendredis après le Jumu'ah. Donc voilà, Hawa Hawa, Itna Hawga. Moi, je n'ai pas adhéré à cela. Mais alors, justement, pourquoi à ce moment? Alors, c'est une parenthèse, mais on vous a entendu plusieurs fois dénoncer ce Hirak en disant que c'était une mise en scène. Mais comment, à ce moment-là, vous avez pu déterminer déjà, parce que c'était quand même un germe d'espoir à travers la population à ce moment. En 2019, ça a été quand même, ça a soulevé des foules. Non. Ah oui, ben des foules, d'accord. Tous les vendredis, sortir dans la rue, défiler, et puis rentrer à la maison, attendre le discours du Gaët Salah. Bon, ben, moi, j'étais contre, parce qu'une révolution, elle se fait avec un leader, avec un programme. Les gens adhèrent. Donc là, c'est spontané du hawahawisme qui ne marche pas. Après, est-ce qu'il a été manipulé ou pas? Oui, peut-être, oui, parce que le Hirak était un facilitateur d'un clan pour abattre un autre clan. C'est tout. D'abord, la dictature s'est accentuée, c'est pire qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Hirak? Moi, je le savais avant, que ne pouvait pas aboutir à quoi que ce soit. Pour aboutir, il faut un projet politique. Pourquoi je suis candidat? Parce que j'avais dit à mi-mandat de Tebboune, que Tebboune avait échoué. Alors, moi, parmi les candidats qu'il y avait, il fallait choisir. J'ai fait confiance à Tebboune, j'ai cru en sa volonté de changer parce qu'il a subi quelques fois des choses et tout ça. Il s'avère que le pouvoir l'a aveuglé, il s'est enfermé dans ses certitudes et il n'a pas d'hommes compétents autour de lui pour avancer. Donc, à mi-mandat, j'ai dit qu'il a échoué. Le seul moyen, au lieu de passer mes journées à critiquer Tebboune, je me suis dit, je vais confectionner un programme pour mon pays et le défendre. C'est une manière de participer au débat. Ça n'a pas été lieu. On sait tous comment ça s'est passé. Il y a eu une élection anticipée sans aucune raison. Et puis, c'est une intronisation. Il y avait deux lapins. C'est d'ailleurs honte. J'ai honte à leur place. Il n'y a pas encore les résultats. Les trois candidats pour 5 630 000. Le chiffre qu'il a annoncé de martyrs, après ces 11 millions, cafouillage,
il n'y a pas eu d'élection finalement. C'est une intronisation. Je ne suis pas d'accord. Et jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le jeu électoral algérien n'a aucun sens? N'a aucun sens. Aucun sens. D'ailleurs, il y a un seul sauveur en Algérie. Moi, je l'avoue. Le vrai pouvoir, c'est l'armée. Alors, L'armée. justement, vous disiez dans plusieurs interventions, vous disiez que c'est un théâtre verrouillé par le pouvoir militaire. Oui. Mais par contre, comme disait Aïdham d'ailleurs, il me l'a rappelé notre ami tout à l'heure, Ali, et Judy, hein, mon ami Ali et Judy, il fallait donner des garanties à l'armée. On doit tous comprendre une chose. Sans l'armée, il n'y a pas de pays. En Algérie, tout est verrouillé. Donc cette armée, à un moment, on doit les aider à bien prendre les bonnes décisions. Cette armée, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être défendue pour qu'on laisse le champ politique aux politiciens et à la diplomatie. Cette armée, si jamais il y aurait un vote transparent en Algérie, on va avoir les islamistes au pouvoir. Oui, l'armée est responsable de ça. L'Algérie s'est islamisée, c'est les islamistes qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils vont l'avoir, ils peuvent même faire du mal, ils font du mal bien sûr, mais faire du mal même à l'institution militaire. On sait ce qui s'est passé, on ne peut pas revivre ça. Donc, moi je souhaite que l'armée intervienne, arrêter les frais, siffler la fin de la création, à ce que les choses soient reprises entre de bonnes mains. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous dites, il y a une question qui se pose, qui gouverne vraiment l'Algérie? Parce que si beaucoup parlent d'un coup d'État silencieux, que l'armée a mis Tebboune à l'écart sans l'annoncer, etc. Est-ce que ça c'est vérifié? Est-ce que c'est le cas? C'est exactement le cas. Il y a eu un coup d'État déguisé, c'est-à-dire, par les apparences, Tebboune est mis à l'écart. Alors, c'est une question de temps. Alors, ça va se faire en douceur. Alors, est-ce que c'est le cheminement logique de ce qui a été fait depuis 2019 ou est-ce que ça a été alors? Non. Tebboune s'est mis dans un costume qui est trop grand pour lui. Il a cru être président. Il ne sait pas qu'il y a le régime, il y a le pouvoir. En Algérie, ceux qui veillent ont dit ça suffit parce qu'il y a trop de dégâts. Notre diplomatie est un mal pour l'Algérie. On a des ennemis de partout. On peut en parler. Et surtout à l'intérieur, il y a une colère bleue. Ça ne va pas. Ce n'est pas. L'Algérie ne fonctionne pas avec le journal de 20 heures. La réalité, ce n'est pas le journal de 20 heures. La réalité, c'est vraiment autre chose. Le citoyen vit le martyre. Ça, c'est une réalité, à tout point de vue. Et puis, on ne peut pas gouverner un pays avec les wali et les procureurs. 2 phrases, tu vas en tôle. Et puis, on arrive même à déstabiliser l'institution militaire. Vous savez que les colonels et les généraux ont peur, sont tétanisés. Tétanisés parce que, à chaque fois, on se demande à qui appartient tel ou tel, quel clan. On se retrouve à Blidin pour rien. Donc, et puis les wali, personne ne peut prendre une décision. Le gouvernement est inerte, le gouvernement est transparent. Il n'y a pas de décision gouvernementale. Tout est fait à la présidence. Donc, un ministre a peur de prendre une décision. Il n'y a pas de ministre en Algérie. C'est des figurants. Tout est pris. La communication. Il y a une seule rédaction en Algérie, elle est à la présidence. Donc, il n'y a ni journaliste, ni presse, ni rien du tout. C'est très dangereux. Aujourd'hui, on ne distingue plus le vrai du faux. Les journaux, c'est la présidence qui leur dit. Ils titrent tous la même chose. Quand il faut taper sur les Émirats, c'est toute la presse. Toute la presse, il reste quoi? Quelques journaux. Hein. Quand il faut taper par la France, ça c'est l'essentiel de ce pouvoir. Donc la France, c'est tous les jours. Et puis quand il y a les gros titres, contre l'Otalie par exemple, il y a une seule rédaction. Le directeur de la rédaction, c'est Belkhaïm et Kamal Sidi Saïd. Bien sûr avec la bénédiction de Boualem Boualem. Alors la présidence, alors finalement, parce qu'on a un peu de mal à comprendre, la présidence c'est qui alors finalement? La présidence, c'est une petite clique d'incompétents autour de Tebboune.
Et puis, il y a une partie de l'armée qui a fonctionné avec eux. Mais Donc nous recevons l'armée, alors la thématique. c'est le véritable pouvoir. Là, on les a laissés faire accumuler les erreurs. Aujourd'hui, c'est la récréation. C'est terminé. D'ailleurs, sauf qu'il peut à la présidence. Il y a le feu à la présidence. Ah bon? Il y a le feu. Le 16 dernier, Boualem est venu mendier à Paris. Il veut quitter, donc être nommé ambassadeur à Paris. Parce qu'ici, il va retrouver la paix, la sécurité, 4-5 ans, on l'oublie, puis voilà, il se casse. Ça, c'est jouer avec la souveraineté de l'État. Après, Alors, juste pour éclaircir, parce que je me fais un petit peu novice sur la matière, vous dites il est venu mendier, et il est venu, son souhait est de devenir ambassadeur. Donc il est venu mendier à qui et pourquoi et pourquoi bon, moi ce que je peux savoir, c'est que si on devient ambassadeur, il faut quand même l'aval des autorités algériennes. On ne devient pas ambassadeur comme ça. Donc comment ça se passe alors? À la présidence, c'est lui-même qui décide. À la présidence, Tebboune, c'est un exécutant devant Boualem. Donc c'est oui. En France, il y a l'État français qui décide. Donc c'est la présidence de la République avec certains ministres d'État, celui des Affaires étrangères et de l'Intérieur notamment. Donc, par contre, il est venu utiliser ces réseaux. Merci. Il est venu avec une menace aussi, c'est-à-dire négocier et une menace derrière. D'être là parmi vous déjà. Il y a une certaine rumeur qui circule depuis 2017, comme quoi il y a eu un financement occulte de la présidence de l'élection présidentielle, qui ont entendu française. Donc 20 millions d'euros, ça circule comme ça, je suis professeur. Et Boualem est venu dire on va arranger d'abord nos affaires, compris Boualem Sansal et tout le reste, tout ça, les problèmes économiques. On va faire table rase, et puis n'en parlons plus de cette histoire. Le seul qui a les informations, c'est moi, il n'en a pas d'ailleurs. Évidemment, Boualem est un danger parce qu'il a écouté tout le monde. Il était dans cette cellule d'écoute illégale, téléphonique et tout ça. Il a écouté les généraux, les machins, et il a écouté Tebboune aussi. C'est pour ça que Tebboune est un tout devant lui. Tebboune, il a été écouté comme tout le monde. Donc il a un fil à la patte aussi. D'accord, donc des choses à se reprocher. Ah, mais évidemment, Tebboune a des choses à se reprocher avec Boualem, des choses compromettantes, comme il a écouté tout le monde. Société civile algérienne, des c'est choses ça que nous devons. Toujours bien renseigné. Par exemple. Après, avant de vous donner l'exemple, il a aussi des choses compromettantes. Quand il est à Paris, à l'hôtel Meurice, il a été à Matignon, rencontré Édouard Philippe, et d'un coup, on le voit dans un jet privé d'un certain homme d'affaires, Mehmet, sulfureux homme d'affaires turc, et pour aller passer quelques jours aux îles Maldives. Vous connaissez les îles Maldives? Alors, c'est paradisiaque. C'est très beau là-bas, mais je sais que les îles Maldives, des soirées bien arrosées, et là, ces hommes d'affaires sont venus en force en Algérie, les entreprises turques sont venues en force en Algérie. La banque sulfureuse Zeraat s'est implantée en Algérie. On dirait que Tebboune exécute tout ce qu'on lui dit, c'est parce que il a un fil à la patte. Il est sous pression des Turcs. C'est pour ça que c'est un danger. C'est pour ça qu'on joue avec la souveraineté de l'État. C'est pour cette raison-là que Doula l'Américain. Donc l'armée siffle la fin de la récréation. Par contre, un coup d'État ne peut pas se faire. Nous sommes en posture de ne pas pouvoir faire un véritable coup d'État. C'est nuisible pour lui. Donc, on a l'habitude de ces coups d'État déguisés. On le met à carreau. C'est éminent. Ce que je vous dis, c'est éminent. Il y aura un gouvernement d'union de compétences nationales rapidement. Vous allez comprendre qu'il y a un chef du gouvernement, un véritable chef du gouvernement, un gouvernement qui gouverne. Vous allez avoir Tebboune qui va s'éclipser.
il va être mis à carreau. Après, ils peuvent dire qu'il est malade, il est à l'hôpital, il est machin, tout ça. Donc, il va s'éclipser petit. On va s'habituer à son absence. Donc, Alors que, finalement, on va changer donc, c'est un coup d'État, c'est une révolution velours. C'est un coup d'État déguisé. Donc, Tebboune sera mis à carreau. Comme il est venu, il a été placé. Moi, je sais de quoi il s'agit. Il n'y a pas eu d'élection. C'est Gaïd Salah qui l'a placé. Placé, je dis bien placé, il n'y a pas eu d'élection. Sans élection, il a décidé avant l'élection qu'il allait être président. Il est président. Voilà. Mais, Donc, mais monsieur Etmourta, quand même, coup d'État, velours, ou enfin, coup d'État, c'est quand même un qualificatif très important, très grave. Pas en Algérie. Non, on est habitué. Vous savez, aucun président n'a terminé son mandat en Algérie. Soit il meurt, Boumedienne, il a été assassiné, pas avec des balles comme Boudiaf. Il a été empoisonné, tout le monde le sait maintenant. Il a été empoisonné à partir de la Syrie, de la Russie. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a mangé, je sais quoi. Donc, il a crevé en l'espace d'un mois. Il a fondu. Chedli, il a été contraint de démissionner. Sous Kalachnikov devant lui, tu signes. Il a signé avec les Kalachnikov sur la table. Zerouel forcé de démissionner. Il avait les ses mains en l'air. Il n'a pas ramené le bateau à qui. Boudiaf, vous savez ce que c'est. Tué en direct à la télé. Donc, on n'a jamais eu un président de la République. Le premier président, il y a eu un premier président, Abdelrahman Fares. Ils n'ont même pas laissé rentrer au palais du gouvernement. Et puis, Ben Bella, là, il est emprisonné, arrêté en pleine nuit. Et Boumedienne, Zahir Tawra, Tahom, ce qui est traître, il a trahi la révolution, disait que le coup d'État de 65, il l'avait appelé Tashih Tawra. Il a corrigé la révolution à laquelle il n'a pas participé. C'est pour ça que, à partir du moment où on ne prend pas notre destin en main, avec courage, ça ira encore mal. C'est pour cette raison-là que des décisions courageuses doivent être prises. Il faut en finir. Cette armée, il faut la protéger. Il faut lui donner des assurances pour pouvoir. Parce que sinon, on va continuer comme ça. On ne doit pas faire peur à l'armée. On doit alléger sa mission. On doit les rassurer, les défendre pour nous laisser ce pays aux politiques, à ce qu'il soit géré d'une manière démocratique. Sinon, d'abord, je ne crois pas aux élections en Algérie. Tout est fait pour qu'il y ait de la manipulation. Si jamais on aurait un vote transparent en Algérie, les islamistes vont gouverner. On a fait pousser des champignons partout. Les démocrates se font rares et pour les remettre sur les rails, il faut du temps. Donc, alors, vous êtes en train de dire que finalement, ceux qui occupent le terrain, ce sont les islamistes. Absolument. Ils sont dans toutes les institutions et ils ont endoctriné les Algériens. À force de les persécuter, on les a poussés comme des moutons dans les lieux de culte. On les a embobinés. C'est terminé. Ils ne croient pas en la démocratie. Ils ne croient pas en la République. Et qu'est-ce que vous attendez d'eux? Rien. Donc aujourd'hui, le sauveur de ce pays, avec les démocrates, c'est l'armée. Donc on n'a pas le choix. Malheureusement, c'est ça. Sinon, il faut partir. Sinon, il faut sauver ce qu'il faut sauver. Mais cette manière de penser, je sais que certains me disent comment tu vas revenir aux militaires. Oui, je sais ce que c'est que les militaires. Ils ont besoin d'être rassurés aussi. On a besoin, tous les Algériens doivent défendre d'abord les voilà, militaires. vous allez faire hurler tous les hiérarchistes, pas d'armée. Alors, on va sortir tous les vendredis, on va faire un pays. On ne fera pas un pays comme ça. Bien évidemment, rassurer l'armée et libérer tous les prisonniers sans exception. Il faut revoir toutes les copies. Même ce qu'on appelle les hommes d'affaires, la Aïsaba, tout est monté de toutes pièces.
Je vais citer le premier homme d'affaires arrêté, Ali Haddad. Ali Haddad est un homme d'affaires. Ali Haddad a eu des prêts bancaires. Oui, il a exagéré. Peut-être. Il faut lui enlever, lui faire les poches, peut-être. Mais pas l'emprisonner. Surtout pas casser son entreprise. Pas du tout. C'est la même affaire avec Khalifa. Khalifa, moi, tu me mets Khalifa 20 ans, Moumen Khalifa al-Harraj. Moi, on a volé l'Algérie, le pouvoir algérien a volé les Algériens. C'est-à-dire, tu mets ton argent en banque et du jour au lendemain, il n'y a plus de banque. On t'a volé. Voilà ce qu'on a fait. Alors, tu viens mettre Moumen Khalifa en plus. Je m'en fous de Moumen Khalifa. Alors qu'il fallait mettre cette entreprise entre de bonnes mains des administrateurs et la capitaliser, la gérer. La compagnie aérienne, la banque, on n'aurait volé aucun Algérien. Alors, on va y revenir plus en détail après par la suite, sur tous ces biens, etc. Mais alors, moi, je voudrais savoir quel est donc cette armée qu'il faudrait remettre en avant. Est-ce que cette armée, elle a un projet Ils n'ont pas vu l'Algérien et ils vont rendre l'Algérien, ils gardent le français. Quelle est votre vision? L'armée doit rentrer dans ses casernes. L'armée a une mission, c'est protéger le pays, protéger les frontières. L'armée, un jour on aura une constitution, c'est être garant de la constitution. Non, mais ils sont de la personne, c'est comme ça. La gestion c'est la loi du talent, c'est aux politiques de le faire. Mais aujourd'hui, si on reste comme ça, vous savez, le plus grand parti quand il y a un pays, conflit dans une... il s'appelle Ben Guérina. Vous allez être gouverné par Ben Guérina. C'est l'armée aussi. Moi, je parle faire l'armée. Je ne veux pas de Ben Guérina. Je ne veux pas d'Abou Jara Sultani. Je ne peux même pas piffrer ces gens-là. Regardez à la télé, donner des leçons aux Algériens. C'est insulter l'intelligence des Algériens. Vous savez ce que c'est? C'est insulter l'intelligence des Algériens. Moi, personnellement, je suis mal dans ma peau quand on me dit vous appartenez à un pays tiers-mondien. Je ne suis pas tiers-mondien. On m'insulte parce qu'il y a des compétences et il y a tout ce qu'il faut. Il y a des richesses, il y a une jeunesse pour on gère mal. Et ça va de mal en mal. Et là, on est en train d'encercler les Algériens chez eux. Le pays est encerclé. On a des problèmes avec tout le monde. Où va-t-on comme ça? Donc, il faut revoir les compétences. Le seul moyen d'arriver à ce pouvoir, à se démocratiser, c'est être à côté de là. Sinon, les islamistes ont très bien compris. Ils ont pris l'éducation, l'économie. Et quand vous aurez des enfants de 8 ans qui apprennent à laver un mort, alors que les enfants dans le monde entier apprennent à planter des fleurs, des arbres, à parler de la nature. Il a raconté un peu le processus, comment ça s'est fait, le scénario comme le mien. Aujourd'hui, on peut apparemment, il est resté, il a été interrogé dans 2 endroits différents, d'après ce que j'ai lu. Aujourd'hui, il y a une mafiocratie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tebboune, avec une clique à la présidence, d'incompétents, bien évidemment, de magouilleurs. On a pensé évidemment au nerf de la guerre, à la finance. Vous savez, dès l'arrivée de Tebboune, il a mis en sourdine les organisations patronales, c'est important. Il a mis l'ancien FCE au sommeil. L'organisation patronale de Saïd Narzan, les entreprises algériennes, au sommeil. Ils ont fait pousser, mis en place une véritable organisation financière qui s'appelle le CREA. La devanture, c'est Kamel Moulin, et le reste derrière, c'est les Koulougli de Blida et une mafia autour de Boualem. Je dis ça parce que j'ai envie de dire un chat, un chat. Je n'ai pas envie d'employer un autre langage. Je suis direct. Le CREA est une organisation mafieuse aux mains de Boualem pour assurer la pérennité de ce pouvoir de Tebboune. D'ailleurs, pour organiser le deuxième mandat, ils ont
racketter tous les hommes d'affaires algériens. Tu viens d'abord, tu fais la campagne et tu ramènes ton sac d'argent. Ils ont ramassé, d'après mes sources, plus de 500 milliards. 500 milliards pour une partie transférée. C'est pour ça que la banque turque Ziraat qui est installée en Algérie transfère à l'étranger, bien évidemment, comme d'habitude, et le reste, il est entre leurs mains pour s'occuper de certains secteurs économiques comme l'importation et tout ça, il est entre leurs mains et tout ça. Et certains hommes d'affaires récalcitrants qui n'ont pas voulu marcher, ils sont persécutés, on leur envoie les impôts, on les emprisonne, on les menace, ils sont menacés, ils se retrouvent mal chez eux. D'où Saïd Narza, d'abord ça, plus elle a même allé un peu loin à cause de ça, donc elle s'est déclarée candidate, on connaît l'histoire, elle a refusé de payer bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait donc? On annule sa candidature dans des conditions un peu sombres et elle se retrouve en prison. Même malade. Vous voyez, une ancienne candidate à la présidentielle a mis à un certain moment de Tebboune, elle a refusé de marcher dans la combine, on connaît cette histoire. L'histoire de Saïd Narza révèle la mafiocratie d'Alger. C'est vraiment une mafia autour d'El Moradia. Donc Saïd Narza, qui se retrouve en prison aujourd'hui, doit interpeller au moins les hommes d'affaires algériens, ceux qui sont avec elle, mais ils ont peur. La peur ne règle pas le problème, n'évite pas le danger. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est pour ça que l'armée n'a pas bougé parce que il magouille à l'intérieur du pays. L'armée a peur par rapport à ce qui se passe au niveau international. L'armée, d'abord, les frontières sud, les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina, qui s'unissent contre l'Algérie. Alors Alger accuse les Émirats, ce qui est dingue, avec la Libye, la moitié de la Libye, et le Maroc, c'est l'ennemi juré. Et tu rajoutes à cela une crise avec l'Espagne, qui a réglé sans que l'Espagne bouge, c'est hypocrite, et maintenant, la France, c'est pour réveiller la flamme nationaliste, alors que l'Algérie a besoin de patriotes. On n'a pas besoin de nationalistes. Le nationalisme, c'est pour parler des autres. Nous, on a besoin de parler de ce qui se passe chez nous. L'armée a compris. Donc, le seul moyen d'opérer un changement, c'est celui-là. C'est un gouvernement, on va passer par une transition. Malheureusement, on a besoin de cette armée qui a besoin d'être rassurée pour quitter la scène politique. Sinon, on va droit dans le mur. Non seulement on perd notre souveraineté, la dernière cartouche, c'est l'Union européenne qui a demandé l'arbitrage. L'arbitrage, c'est-à-dire l'Algérie a fauté par rapport aux accords précédents. Le problème qui se pose aujourd'hui, l'Algérie va être taxée. C'est bien beau d'aller à Rome, voilà, Tebboune accompagne les hommes d'affaires à Rome dans le sommet italo-algérien, c'est très bien, mais Mélanie, elle a une bonne volonté d'ailleurs d'apaiser un peu, de faire le lien avec Macron, avec la France, pour apaiser un peu les tensions de cette crise qui ne devrait pas exister avec la France. Mais Mélanie ne peut rien faire contre l'Europe qui a demandé cet arbitrage qui va coûter une fortune à l'Algérie. Alors, on a présenté justement ce déplacement de Tebboune à Rome comme une nouvelle ère diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. Pas du tout. Avec l'Italie, il y a de bonnes relations. Le commerce entre l'Italie et l'Algérie fonctionne. Ça n'avancera absolument. Les entreprises italiennes sont en Algérie. Alors, on parle de repositionnement stratégique profond d'une manœuvre énergétique opportuniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'Italie achète le gaz algérien en quantité, elle peut même redistribuer, ça, on le sait ça, donc ça n'avance absolument, il y a aucun nouveau. Par contre, moi ce qui me fait jaser, c'est que quand on établit de bonnes relations avec l'Italie, c'est très bien, mais pas au détriment de l'Espagne ou de la France ou de quelqu'un d'autre. Enfin, avoir des bonnes relations avec un pays, c'est bien, mais quand on exclut les entreprises française, de la commande publique, de l'achat de blé par exemple. Traditionnellement,
Décision a on été achète prise du en blé amont. français. Pas On a donné instruction aux entreprises algériennes le de ne jour pas même. acheter le blé. C'est-à-dire, on fait la guerre à la France et on vit. Mais l'Italie appartient à quelque chose qui s'appelle l'Europe. Quand l'Europe se défend, l'Italie ne peut pas faire exception. Oui, tu peux avoir des relations, de bonnes relations avec l'État, privilégiées avec l'Italie, mais pas au détriment d'un autre pays européen. Un autre pays européen et déclenchera ce qu'on appelle un arbitrage. Un arbitrage, c'est-à-dire, là, il y a déjà, ils ont reçu des fautes. L'Algérie a manqué, elle a interdit l'importation de certains produits, tout ça, elle n'a pas le droit de le faire. Donc, si tu veux vendre tes produits en Europe, il y a des conditions. Les Européens qui ont construit cet espace économique et culturel ne l'ont pas construit pour l'Algérie. C'est ce qui est normal. Donc finalement, le fait mais d'aller en Italie, d'essayer ce rapprochement, c'est pas une perte d'influence de la France sur Alger, par exemple? Non, mais non, c'est l'Algérie qui pense. Voilà, voilà ce que je te fais. Au lieu d'avoir des marchés, je les donne à l'Italie. Voilà, c'est cette optique-là. C'est que c'est hypocrite. Autrement, les relations avec l'Italie, elles étaient bonnes. Il n'y a pas de raison de Non, mais crier vous savez, victoire ou une en prouesse, Algérie, je ne sais depuis quoi, tout le temps diplomatique. qu'on existe, Non, qu'on a créé, c'est pour je dire compte plus aux les fois où Français, on a été embarqué au commissariat. vous Mais, aurez moi, dû j'ai jamais avoir refusé des marchés cette traite, comme bien sûr. l'Italie. Ça Mais, ne se fait pas comme ça. jamais Et puis, je vais défendre un ressenti ce que peu je la ressens. France, parce qu'on vit en France. Je suis d'une famille, vous savez, le village de mes aïeux a été bombardé complètement, pas en 54, le mardi 30 juin 1857, dans la bataille Charleroi. C'est Donc, très précis. cet harmonisme a été rasé par Rondon et MacMahon, qui est devenu président français plus tard. Il était blessé même à Echarrevan. Donc, le jour où ils sont rentrés à l'Arvanatiratun, le village de mes aïeux, enfin, c'est harmonisme. Donc, je sais ce que c'est que la révolution, la conquête, je sais tout ça. Je sais ce que c'est que la colonisation. D'abord, moi, quand je parle de la colonisation, je ne parle pas que de 1830 jusqu'à 1962. Je parle des 1500, des 3 siècles des Ottomans qui égorgeaient par village. Alors que maintenant, vous savez ce que c'est que la colonisation? Oui. Non, non. Alors, la colonisation. La colonisation, vous savez ce que c'est? C'est te déposséder d'abord de ta terre. Le début, c'est la terre. On t'enlève ta terre, ta terre. Avant de t'enlever ta langue, ta culture, tes symboles, ça vient. Ça. Mais quand on t'enlève ta terre, c'est-à-dire tu marches sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors que les pierres, les arbres ont des propriétaires. Vous allez voir le foncier algérien, il est rentré dans les mains des Ottomans qui ont dépossédé les Autochtones Elle émane de qui exactement? depuis 3 siècles et demi d'occupation ottomane. On n'en parle pas. Jamais. Il n'y a que la France de 1830. Bien sûr, en 1830, puisqu'on est là. En 1830, les Ottomans, Bey Hussein et tout ça, ils n'ont pas combattu les Français. Ils sont mis avec. Regardez, par exemple, allez, je vais dire. Et ça, Hamoud Bouazizi, expliquez. qui est un Ottoman, il s'est naturalisé en 1860. Ils sont tous rangés derrière les Français. C'est pour ça qu'ils ont gardé leur privilège. Cette classe dominante créée par les Ottomans, elle est restée avec les Français. Tu vas voir les Ottomans monter dans les maquis comme Ben Boulaïd, Abban, Karim, Amir, jamais. Ils se sont retrouvés. Mahmoud Boualem vendait son gazeuse pendant la révolution algérienne. Ce n'est pas le cas de Ben Boulaïd ou de Ben Mehdi ou d'Amirouche, pas du tout. Pas du tout. Ah, ils sont continués à s'enrichir et après la révolution, et ils avaient les mains rouges. Et ils ont gouverné parce qu'ils ont les moyens, ils ont les terres et puis depuis 62, Boumediene s'est occupé de la Kabylie. Il a laissé les gens, les propriétaires terriens, prospérer. Aujourd'hui, les terres, on se retrouve avec Abidjaya, dans la régence d'Alger, toutes les terres appartiennent aux Ottomans. Ce n'est pas normal.
on n'est pas indépendant. C'est quoi cette indépendance? C'est toujours les mêmes. Vous allez voir, à Alger, c'est la régence d'Alger. Vous allez à Hussein Bey. Bey Hussein, il mérite d'avoir une ville à Alger. Qu'est-ce qu'il a fait Bey Hussein? C'est pas un cousin, c'est pas un frère, c'est un occupant. Vous allez voir Baba Hassan, Baba Ali, Deli Brahim, Tout ça, vous êtes... Bir Morad Raïs, Kosso. C'est la régence d'Alger, monsieur. Seuls les Tunisiens ont enlevé tous ces noms-là. Les Tunisiens ont enlevé les noms des Ottomans. Le Maroc, c'est la gardé son authenticité parce qu'ils ont repoussé les Ottomans. L'histoire, il faut la connaître, l'histoire. Vous allez voir la ville des rois. Tu connais Constantine? D'où vient le nom Constantine? Tu ne sais pas, je vais te le dire. Je sais que tu ne sais pas. Cirta, c'est la ville des rois. Vous savez, les Romains, l'Empire romain, quand ils ont détruit Cirta, contre les rois Massinici, Ajibir, tout le monde est passé par là. Constantin Ier, quand il a eu sa fille, il l'avait appelée Constantine. Donc il a reconstruit Constantine, il l'a appelée, il a dédié à sa fille Constantine. Et en même temps, Istanbul, quand ils ont conquis donc l'Anatolie, il a changé le nom d'Istanbul, il l'a appelé Constantinople. Constantine. Mais les Turcs, quand ils sont repartis, après les accords de Sèvres et de Versailles, ils ont enlevé le nom Constantinople, ils l'ont appelé Istanbul. Et nous, parce que justement, on n'est pas indépendant, certains a toujours le nom de Constantine. Parce que, Mazel, l'aéroport Hamid Bey, l'aéroport de Hamid Bey, on est indépendant, nous. C'est triste de dire ça, parce qu'on n'a pas une bonne base. Et tu viens, la régence d'Alger, ce n'est pas l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie. Les Turcs, ils ont été combattus par la Kabylie, qui n'ont jamais annexé, sauf les terres autour de Sibao, ils l'ont toujours d'ailleurs, ces terres. Pour moi, on n'est pas indépendant. Et appartenir à un pays tiers-mondiste, la majorité des Algériens ne sont pas tiers-mondistes. Moi, je refuse. Je ne suis pas tiers-mondiste. Je vis en France depuis 40 ans, je ne suis pas tiers-mondiste, même chez moi d'ailleurs. On sait vivre, mais malheureusement, on est gouverné par des idiots. Et voilà, ils peuvent même nous créer une guerre. Je sais que diplomatiquement, là, ça merde partout. Et Tebboune, jour après jour, démontre que le costume est trop grand pour lui. Alors, je voulais pas passer au-delà de cette information. Vous m'aviez dit tout à l'heure, je vais revenir au cas de Boualem Boualem. On a parlé justement de son ambition, mais vous avez parlé de la mendicité qu'il est venu faire au niveau de l'Élysée. Alors, je voudrais savoir quel est son objectif par rapport à l'Élysée. Boualem a peur parce qu'il va aller à Blida. D'accord. Alors quand on dit Blida, ça veut dire qu'il risque... Il va être arrêté. Pour que les gens comprennent bien ce qui voilà. Alors, pour assurer sa sécurité, il a fait partir d'abord sa femme et ses enfants. Ils sont en France. Hein. Il est venu... Ils sont déjà en France. Et sa famille est en France. Installés... il y a le feu Al-Mouradia. C'est des informations que je donne. Hein. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Boualem, il veut s'installer à Paris. Alors, monsieur, ce sont des informations que vous donnez de sources sûres? Oui. D'accord. C'est de sources sûres. Je suis informé. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit, certains youtubeurs algériens qui sont là à Londres, à Lille, à Paris, oui. la clinique Mère des Aides. Tous ces gens-là, qui ramènent des informations, ils ne sont pas plus intelligents que toi, que moi. Hein. C'est parce qu'on les informe. Malheureusement, parfois, on leur donne de fausses informations.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu de double information là? Un coup, on leur donne une bonne information, un coup, on leur glisse une information qui est pas juste ou qui est limite mensonge. Pourquoi? C'est un C'est pays une qui, stratégie? c'est une stratégie. C'est un pays qui a toujours fonctionné avec des rumeurs. On adore les rumeurs. Et une rumeur, Effectivement. on adore les mensonges. On ne réagit qu'à ça, qu'avec ça. On adore, par exemple, quand quelqu'un a une idée, au lieu de diaboliser son idée, on n'est pas d'accord avec son projet, on diabolise, on attaque la personne. On va couper en 10 la personne. D'accord. Ton idée ne me plaît pas, je ne parle pas de ton idée, parce que je n'ai pas d'idée, je vais m'attaquer à toi. Tes parents, ta famille, je vais te salir, je vais, voilà, diffamer. C'est comme ça que ça marche. Donc, Boualem est venu à Paris demander la main de l'Élysée, par l'intermédiaire des conseillers, bien sûr, à l'Élysée. Ils sont bien branchés parce qu'ils ont quelqu'un de leur côté, qui est le recteur de la mosquée de Paris, qui est aussi... Alors, les Français ont quelqu'un de leur côté, hein. C'est ce que vous voulez dire? Ou c'est non, les non. Algériens qui ont quelqu'un de... Et il travaille pour Tebboune, la mosquée de Paris. D'accord. Le recteur de la mosquée de Paris travaille pour Tebboune, évidemment. Non, tout le monde le sait. Il le dit lui-même. Il est reçu je ne vois pas comment, pourquoi Tebboune reçoit le recteur de la mosquée de Paris plusieurs fois à Al-Mouradia. Il y a un problème. Donc, il veut s'installer à Paris pour se protéger. D'abord, lui et sa famille. 4-5 ans, on l'oublie, et puis voilà, il peut décider comme l'ancien ambassadeur d'Algérie à Paris qui a refusé de rentrer en Algérie, il a demandé l'asile. Alors, 4-5 ans, il ne passe pas par la case Blida. Non, mais 4-5 ans, il a l'humilité, il est ambassadeur, on ne peut pas mettre en prison l'ambassadeur et tout ça, mais c'est ce qu'il a imaginé. Pourquoi? Parce qu'il propose des services à la France. On va tout arranger, les projets, et puis donc cette histoire de rumeur sur les 20 millions de l'élection de 2017 en France. Et il dit que voilà, c'est moi le seul qui a les preuves. Il n'a pas de preuves, lui. Il ment. Mais c'est pour convaincre ce que la France l'accepte. Évidemment, nous, en tant qu'Algériens de France, nous ne l'accepterons jamais. Nous allons faire un sitting indéterminé devant l'Élysée à ce qu'il le refuse. Ça, ils ne savent pas ça. Il est hors de question d'accepter quelqu'un qui a fait du mal. Alors, qui va faire ce sitting? J'en ai parlé avec pas mal d'associations affiliées au MICAF, le mouvement citoyen algérien de France, que j'ai présidé. Voilà, que vous avez présidé de quelle année De 2012 à 2021, quelque chose comme ça. D'accord, qui est toujours... Il est toujours, bien sûr. Qui est toujours d'actualité. Bien sûr. On n'a pas intégré le Hirak, enfin, en tant qu'organisation, mais il y a des membres qui ont fait qui l'ont fait, oui. des équilibres. Hein. Donc, comme moi, je suis contre, je ne représente pas le MCAF dans le mouvement citoyen algérien de France. Non, on n'a pas intervenu dans ça. Donc, voilà. D'accord. Alors, il a eu des discussions houleuses à Alger. Tebboune, comme il y a un gouvernement d'union nationale, une transition qui se prépare, il a même proposé, au cas où il ne va pas ambassadeur à Paris, je le nomme Premier ministre. C'est-à-dire pour dire que ce bonhomme a pété un câble. Donc Tebboune veut le nommer carrément Premier ministre de notre pays. C'est vendre ce pays en gros. Donc évidemment, une chose qui ne peut pas se faire. Donc les choses vont bon train. Alors, il impose finalement. Par contre, il m'a parlé de Boualem Sansal. Boualem Sansal, le régime a décidé de le libérer. C'est intenable. Alors, ça vous le tenez d'une source sûre. Sûre. C'est quand même une information qui est... Le régime algérien a décidé de libérer Boualem Sansal. Bien évidemment, la question ne se pose pas, ils ne vont pas le libérer seul. Logique. Par exemple, le minable de Belghit, qui est à peu près pour les mêmes causes, l'histoire. Alors l'histoire, c'est eux qui ont empêché l'écriture de l'histoire. Boualem Sansal n'a rien dit de grave
C'est dire dans l'ancien temps, quand c'était la Numidie, il y a eu la souveraineté sur quelques parties de la... Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de d'hymne national, il n'y avait pas de... L'État-nation, c'est l'Angleterre et la France qui les ont mis en place. Les frontières algéro-marocaines, maliennes, tunisiennes, c'est la France qui les a confectionnées, dessinées. Voilà. Donc l'Algérie, comme elle est aujourd'hui, c'est la France qui l'a créée. Mais ce n'est pas insulter l'Algérie. Mais les frontières actuelles de l'Algérie sont intouchables parce qu'il y a des gens qui sont morts pour la révolution algérienne. Il suffit pour récupérer cette Algérie. Donc c'est terminé. Donc Boualem Sansal, je ne vois pas pourquoi l'on est en prison. Avant, c'était, il y a une terre, tu peux la labourer, donc on l'appelle, elle est à toi, comme ça. Ça se passe comme ça. Alors, je rappelle que vous faites quand même partie du comité de soutien de Boualem Je Sansal. suis dans le comité de soutien de Boualem Sansal, que je connais, et puis je suis dans le comité de Boualem Sansal pour parler des condamnés à mort kabyles, de mes frères kabyles otages dans les geôles d'Alger. Voilà. Donc, tout est anormal dans ce pays. Boualem Sansal n'a rien à faire en prison. C'est pas parce qu'il est malade, c'est pas parce qu'il a 80 ans. Belghit, le minable Belghit, si je mets en prison Belghit, je dois emmener déterrer Boumediene et Ben Bella, emmener leurs ossements en prison. C'est eux qui ont fait cette histoire. Cette Algérie arabo-musulmane qui complexe, qui nie l'identité du pays, ce n'est pas Belghit. Belghit, il est biberonné à cette haine de la Kabylie. Enfin, l'histoire, c'est la Kabylie. Vous comprenez que une Algérie arabo-musulmane, elle m'exclue. Moi, je veux une Algérie algérienne. Algérie algérienne, il y a des peuples en Algérie. Moi, je respecte même, comme en 3 siècles et demi d'occupation ottomane, il y a des Ottomans qui sont algériens, oui. Il y a des Arabes, il y a des Koulougli, il y a des Chaouites, tout ça vont faire une nation algérienne. Il faut se parler en face. Je ne peux pas interdire à un Koulougli ou à un Arabe d'être... Il est algérien. Alors justement, moi je ne complexe personne. Tout le monde est algérien. Au contraire, moi je c'est ça, quand je parle de la Fédération d'Algérie, c'est ça? Alors vous avez justement soutenu l'idée d'une conférence kabyle et défendu une Algérie fédérale. Oui. Quand vous dites ça veut dire qu'il faut regrouper tout le monde finalement. Absolument. Personne ne doit être complexé. Personne ne doit être écarté. Un grand pays comme ça, d'abord, le découpage. Quand on parle de shahids, ces gens-là parlent de shahids, ils sont en train de chier sur leur tombe. Moi, j'ai du respect pour les gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Nous n'avons pas à être dans une dictature. Ils sont morts pour qu'on soit dans une liberté, une démocratie. On a tout pour réussir. Alors, le problème qui se pose. Les 6 wilayas historiques, ça a fonctionné. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Parce que c'est les gens qui ont pris le pouvoir en 62, n'ont pas fait la révolution. Il faut effacer cette histoire, ramener l'histoire de l'Émir Abdelkader, alors nier cette histoire, nier l'histoire des Ottomans. On s'occupe... Boumediene a même ordonné l'écriture de l'histoire sans citer de nom. Écrire l'histoire sans... Comment? L'histoire, c'est des noms, c'est des lieux, c'est des dates. C'est ça l'histoire. On ne peut pas écrire l'histoire sans citer de nom. Il y a des leaders. Il ne faut pas nier Ben Mehdi, Amirouche, Abben. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je comprends et j'entends ce que vous dites. Hein. C'est une logique très fraîche et imparable. Mais comment aujourd'hui un tel projet peut prendre forme? Est-ce qu'elle ne serait pas éventuellement étouffée justement par les logiques centralistes ou autres? Parce que la problématique, c'est bien ça aujourd'hui. Personne ne veut parler à personne parce que... Mais, bien sûr. Tout est compliqué. Mais quand on veut faire, on peut faire. Falsifier l'histoire, c'était possible. Alors, nous raconter des bobards, c'était bien, c'est bien. Les 6 wilayas historiques, il suffit de mettre en place des assemblées régionales, c'est-à-dire la représentation populaire, qui soit représentée dans les 6 wilayas historiques.
Et puis, il faut un gouvernement fédéral à Alger. Travailler avec les assemblées régionales. Ça, c'est pour les richesses d'abord nationales qui seront départagées équitablement. Ça, c'est une chose, les mêmes chances pour tous. Et il y a des spécificités régionales qu'il faut respecter. Pourquoi c'est pas possible? C'est possible. Et ça coûtera beaucoup moins d'argent à l'État et il n'y aura pas de corruption. On ne peut pas décider à Alger ou faire une école, construire une école à Tamanrasset ou à Djidjen. Les gens de Constantinois savent ce qu'il faut faire. Les projets valables dans la wilaya 2, Bentnar et tout ça, machin, la frontière tunisienne, ne seront pas les mêmes projets que dans la région de Béchar, de Tindouf. C'est pas possible. C'est eux qui savent. Ce n'est pas Alger, c'est pas Tebboune qui sait ce qu'il faut. À chaque fois qu'il se déplace, il va te dire, ah, on va faire une zone industrielle, voilà. Il a été à Djelfa, ça va être le centre du monde ici. Oui, pourquoi mentir comme ça? Non. Ça coûtera beaucoup moins cher que l'actuelle organisation. Des assemblées communales, des assemblées de wilaya, 58 wilayas. Tout le monde avec son cartable à la wilaya. Mais pour faire quoi? Des illettrés, des gens qui ne sont pas valables. On a besoin d'une véritable représentation, d'une planification par région. Bien sûr, tout sera arbitré par un gouvernement fédéral. Prenez l'exemple des États-Unis. D'ailleurs, l'organisation politique, administrative aux États-Unis, c'est la même chose qui était pendant la révolution algérienne. Mais monsieur Mortal, pour arriver à ça, il faut quand même déjà une base, il faut un consensus. Comment on arrive à mettre, moi je veux comprendre, comment on arrive à faire parler une personne du MAC avec une personne du gouvernement Non mais attendez, on a sorti une case. D'abord, cette histoire du MAC, le MAC est un mouvement qui est né par la dictature algérienne. C'est une réponse légitime de la Kabylie. On nous tue, on nous empêche, ça date depuis 59. On tue le Kabyle, on mange du Kabyle, on nie le Kabyle, la négation, la révision, ça suffit. Oui, Farhat d'abord, Farhat a lutté pour l'identité, elle a lutté pour la liberté, pour la démocratie. Même au temps de Boumediene, il était toujours emprisonné. Mais il a essayé de lutter avec la politique en créant l'université avec Saïd Saadi, qui est le seul et unique parti depuis l'indépendance à être un parti digne de ce nom. Le RCD. Hein. Le RCD. On va revenir si tu veux. Donc, Farhat, s'il a été à l'extrémité comme ça, on l'a poussé. Être kabyle en Algérie aujourd'hui, tu vas à l'aéroport, tu peux te faire arrêter. On va dire tu es du MAC, alors. Le MAC, parce que le MAC, c'est des terroristes, c'est pas des terroristes. Le MAC n'est pas une organisation terroriste, monsieur. Voilà ce que fait ce pouvoir. Même d'ailleurs, Rachid, je ne partage rien avec ces islamistes. Il y a eu des terroristes, une période. Mais Rachid ne sont pas des terroristes. Non, je n'ai rien à partager avec eux. Mais ils doivent exister. Moi, j'ai parlé d'une conférence pour réussir la chose, conférence Kabyle, on parle Kabyle, parce qu'il y a des fédéralistes, il y a des indépendantistes, il y a de tout en Kabylie. En Kabylie, il faut une table ronde. D'abord, pour s'expliquer entre Kabylie. Pourquoi pas? Là où il y a 3. Après, il faut s'expliquer entre Algériens aussi. S'il faut revenir au tracé et au découpage de nos martyrs, Chouhada, tous les jours ils chantent Chouhada. Alors venez, voilà ce qu'ils ont fait Chouhada. Voilà le découpage qu'ils ont fait, on va l'appliquer aujourd'hui. On va se parler. Économiquement, c'est viable, ça va coûter moins cher à l'État. Parce que là, sortir de l'argent, zid les retraites, zid, pour acheter la paix civile. Et comment on ne parle jamais du financement de ces projets. Là, il faut revenir. Il y a du gaz et du pétrole, c'est un pays entier. Voilà, il y a le pétrole, il y a le gaz. Quand ça monte, quand il n'y en a pas, j'ai vu Awali dire, on ne peut pas encore faire des prévisions de budget parce que le pétrole baisse. Ah bon, c'est le pétrole qui nous fait des projets. C'est malheureux, c'est triste. Donc,
une fédération. Le système américain peut réussir formidablement. D'abord, le vote aujourd'hui, je vais revenir au vote, le scrutin. Le vote est tribal. Les islamistes, les Belgrinés, tout ça, c'est des écervelés. Des islamistes, tu sais ce que je ne suis pas contre l'islam, ni contre n'importe quelle religion. Je suis laïque, pratique ta religion, oui, il n'y a pas de souci. Je respecte toutes les religions. Nous sommes un pays à majorité musulmane, musulmans. Il n'y a pas de d'abord, parlons du Kabylie, on n'a aucun problème avec l'islam. Les caractéristiques d'un village kabyle, il y a Tajmar d'abord, l'agora, là on délibère, on décide, il y a la mosquée, il y a le cimetière. Tous les villages ont ces trois choses. Après, les gens qui prient ou qui ne prient pas, on s'occupe pas de ça, nous. Et ce n'est pas la mosquée qui décide pour nous. Ailleurs en Algérie, voilà la spécificité. Ailleurs en Algérie, c'est la mosquée qui décide. C'est pour ça qu'on veut créer une association. On appelle une association religieuse dans un village. C'est pas une association religieuse, c'est une association islamiste. C'est la seule religion qu'il y a. Et elle va décider à la place du village. Voilà. Donc on veut détruire cette Kabylie. Je ne suis pas d'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de Tamda Oghnoun que vous connaissez bien. Je vous ai entendu déjà parler de ça et c'est un petit peu idyllique pour vous. Ça représente un petit peu la façon dont est gérée alors c'est pas une autarcie mais presque. Alors je vous laisse en parler parce que vous en parlez bien. C'est une petite parenthèse pour. C'est très délicat d'en parler. Regardez, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est le pouvoir mafieux d'Alger. On a instruit le village à côté, Agmoun, de venir fermer cet endroit paradisiaque. Il y a une dizaine de restaurants. Alors, ça se trouve entre Asfoun et Tixirt, hein, c'est ça? En partant de Tixirt, à quelques kilomètres, on allant vers Asfoun. Sur le littoral, petite pente, tu descends en bas. Personne, d'abord, tu ne sais pas que ça existe, tu ne vois rien. D'accord. Donc, ça ne gêne pas par définition. Et ça existe depuis 30 ans. En dehors de tout ce qui est pouvoir, il y a les polices, ils se sont organisés eux-mêmes. Ça a commencé par une baraque, parce qu'il y a des pêcheurs, des jeunes pêcheurs, avec leur petite barque. Ce n'est pas des grands chalutiers, hein, c'est pas un port, hein, c'est un petit golfe. Donc, c'était de la sardine, après un petit verre de vin, un petit bien, ils se sont installés à vendre des sandwichs, des machins, de la bouffe. Et après, ils se sont installés, un par un, une dizaine. Ils se sont arrangés, ils ont fait un parking, des gens qui surveillent, des vigiles, une tranquillité extraordinaire. C'est un endroit prisé. Quand on va, moi, quand je vais à Tixirt, on va à Temgoumoun. Il y a du poisson frais d'abord, et bien sûr, tous les restaurants servent des boissons alcoolisées. Et pourquoi pas? Mais tu n'es pas obligé de consommer de l'alcool d'ailleurs. C'est un endroit extraordinaire. Personne ne t'embête. Finalement, ces jours-ci, c'est illicite. Et depuis 30 ans. Alors, cet État qui n'a pas le courage, l'État hypocrite, au lieu de venir contrôler avec la gendarmerie, un procureur contrôler, il faut déroger du commerce, il faut mettre de l'ordre et ainsi de suite. Non. On instruit le village à côté, comme quoi. Par contre, il y a une chose dont ils ont raison, ces villageois, c'est que il y a apparemment une personne qui abuse, qui a fait carrément un cabaret. Un cabaret, vous savez ce que c'est qu'un cabaret? Un cabaret ici, en France, c'est un spectacle. Il y a une chorégraphie, il y a un spectacle, il y a un dîner, il y a tout ça, machin. Vous allez au Moulin Rouge, je ne sais pas, c'est ça un cabaret. En Algérie, un cabaret, toutes les femmes qui sont là sont des prostituées, c'est clair. Et puis, on pratique le plus vieux métier du monde dedans. Et évidemment, ça fait des va-et-vient, ça fait des bagarres parfois, tard dans la nuit. Il paraît que ça gêne. Je suis entièrement d'accord, on n'a pas à faire un cabaret dans cet endroit. Je suis d'accord. Après, les restaurants comme ils étaient, il faut les ouvrir. Ça nourrit d'abord des familles, des pêcheurs, et puis nous, quand on va à Tixirt, on a un moment de répit là-bas, personne ne t'embête, pourquoi pas?
Donc, alors, si je défends l'ouverture de monde, les islamistes vont dire, ah, toi, tu défends les gens qui vendent l'alcool, la prostitution. Non, monsieur, je ne défends pas du tout. Si tu ne veux pas consommer de l'alcool, tu ne vas pas là-bas, tu vas en haut, il y a une mosquée, je ne sais où. Donc, voilà. Donc, là-bas, moi, je serais à la place de l'État, j'aurais réuni les restaurateurs, venez ici, on va mettre de l'ordre, avec l'État, bien évidemment, régulariser les situations. Par contre, au lieu de voir ces constructions, même si elles sont belles, il y a des artistes qui ont travaillé dans ces trucs-là, dans les robes et tout ça. Il faut vraiment voir. Hein. Il y a de vrais artistes qui ont fait des escaliers. C'est un endroit paradisiaque, au bord de la mer. Moi, j'aurais réuni les restaurateurs, j'aurais imaginé un projet viable, construction avec une charpente métallique ou du bois, ou je ne sais rien. Il y a des architectes, des paysagistes qui sont, c'est leur métier. J'aurais fait un endroit paradisiaque avec les mêmes opérateurs, les mêmes restaurateurs, quitte à créer un fonds argent privé et puis une banque ou un investisseur. On aurait fait peut-être un hôtel et puis des restaurants. On peut toujours imaginer quelque chose de digne. Alors, le tiers-monde, voilà ce que fait. Descend les villageois, les coteaux, les bâtons, personne ne rentre, moi je ne veux rien, l'honneur de la famille, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire hier, il m'a dit, tu l'emmènes devant chez toi, ici, nos femmes, tes femmes, elles sont en haut, je ne veux pas qu'ils approchent les villages, non. Les gens qui sont sous, les femmes, ou je ne sais quoi, je ne veux pas qu'ils approchent les villages, au contraire. Je veux protéger ces gens-là. Et je ne suis pas d'accord, quand on va là-bas, on ne s'approche pas des villages en haut, on va au restaurant et quand on quitte, on prend la route. Par contre, s'il y a un cabaret, vous avez raison. Ils ont raison de fermer le cabaret à cet endroit-là. Voilà, ça oui, l'abus. Mais, donc, voilà comment fonctionne un État mafieux. Ils envoient les villageois et sont derrière. Et puis, j'ai vu des fourgons de police, enfin de gendarmerie, et ils étaient là avec eux. Eux, ils disent c'est pour éviter à ce qu'il y ait des confrontations. Ah, c'est fait de l'ordre. C'est malin, c'est sournois. C'est triste de voir ça. C'est pas vrai. Moi, je suis triste. Et puis, ça arrive dans cette période estivale où tout le monde veut travailler, tout le monde veut prendre une bière ou je ne sais quoi. Voilà ce qui arrive. C'est ça le tiers-monde. C'est ça la haine. C'est ça quand on n'a pas d'idée. Quand on empêche un pays d'avancer, c'est ça. C'est l'illustration parfaite de ce qu'est ce pouvoir. Monsieur Martin, dites-moi, est-ce que le MAC aujourd'hui, parce qu'on parlait du MAC tout à l'heure, joue un rôle actif dans le bouleversement actuel de l'Algérie? Le MAC est une organisation politique. Moi, je suis fédéraliste, mais ce que propose le MAC, c'est l'idéal. On n'a pas toujours l'idéal. Hein. Pour te dire, Farhat dit comme, aux gens comme moi, vous êtes un indépendantiste en retard. Personne ne peut refuser l'indépendance. Être indépendant, ça se paye. Mais le MAC a réveillé les consciences. Depuis la création du MAC, parce que ce pouvoir a cultivé la haine, la division, la haine du Kabyle, la haine de la France, la haine. D'ailleurs, Kamel Daoud, un jour, je me suis emporté contre lui. Je le salue et puis donc mes condoléances et puis oui, paix à l'âme de sa mère. Sa mère, oui. Le Il pauvre. n'a pas pu aller voir. C'est un grand monsieur, je l'adore. C'est un grand type. Comme Boualem Sansal, il faut le lire, c'est lui. Moi, je m'en fous de Boualem Sansal. C'est un penseur, Boualem Sansal. Tu n'es pas obligé de le lire, mais comme tous les penseurs. Boualem Sansal. Kamel Daoud, un jour, je me suis emporté contre lui. Il a fait allusion au Kabyle, machin, tout ça. Finalement, il a entendu bien sûr l'appel. Je l'ai pas connu en ce temps-là. Et je l'ai connu après. Hein. Il a rectifié. Il a dit j'ai été biberonné tout petit de la haine du Kabyle. Ce n'est pas moi. Donc maintenant j'ai compris. Donc l'Algérien est cultivé et biberonné à la haine du Kabyle, de la France, du Maroc. C'est des générations. Sioniste, c'est même pas ce que c'est. Tu es sioniste, tu sais pas ce que c'est que sioniste, hein, Israël, machin. Donc, l'Algérien
le pouvoir cultive la haine. Moi, je ne déteste personne. Je n'ai de haine contre personne. Donc, le MAC a soulevé quelque chose. Et puis, grâce à TikTok, puis les réseaux sociaux, tu vas voir la haine qui s'exprime. C'est incroyable. Donc, c'est comme si nous sommes des ennemis. Ça, c'est la faute au pouvoir. Donc, pour revenir au MAC, qui est une organisation politique, ça ne vient pas comme ça. On nous tue tout le temps. Il faut que ça s'arrête. On emprisonne, on brûle. Les jeunes de l'Arvanat, 38 condamnés à mort. Mais, Jamal Ben Smer, Allah yarhamou. Et Allah yarham 420 morts. Et puis des blessés, des gens qui ont tout perdu. Oui, tout à fait. Donc, c'est une catastrophe, un naufrage. Le problème qui se pose, qui a arrêté Jamal Ben Smaïl? Qui l'a arrêté? Pourquoi l'avoir arrêté? Qui a informé les foules? Venez, on a arrêté le pyromane. Qui l'a ramené dans le fourgon? C'est la police. Et pourquoi le livrer à la foule surchauffée? Pourquoi? Ils sont armés, ils tirent des trucs. Ils étaient à 6 mètres du portail du commissariat, qui est du renfort. Il était dans une cellule déjà, la cellule du fourgon. Qui l'a livré? Enfin, les vidéos ont montré que non, mais il y a des vidéos. Après, c'est terrible ça. Vous savez, je vais te faire un scoop. Certains de l'Arvanat, pour te dire comment est ce pouvoir mafieux. On les torture. On torture quelqu'un, on lui dit, voilà, tu vas signer, tu vas nous dire, c'est Djebbar Mehenna qui t'a instruit pour brûler l'Arvanat. J'ai pas brûlé, j'ai pas allumé le feu, je n'ai pas incendié, je n'ai pas tué, je n'ai rien fait, maintenant je ne le connais pas. Eh bien, si tu ne signes pas, tu restes là. Donc, c'est un coup aussi fait contre Djebbar Mehenna. Il y a des gens qui disent Djebbar a brûlé l'arbre. Non, c'est pas Djebbar qui. On a brûlé l'arbre pour accuser Mehenna. Donc, vous êtes en train de dire que finalement, ce qui s'est passé, c'était pour cacher justement ce complot contre Mehenna. D'abord, c'est un complot. C'est des incendies criminels. D'ailleurs, Tebboune lui-même, sans attendre ni l'enquête ni rien du tout. Il annonce des incendies criminels faits par le MAC, le Maroc, Israël. Et pourquoi on n'a pas poursuivi Israël? Pourquoi on n'a pas poursuivi le Maroc? Tu poursuis que le MAC. Donc c'est Mahdouma. Donc c'est criminel, c'est des incendies criminels, c'est sûr. Mais quand on torture des jeunes de l'Arva, on leur dit, dites-moi, signez que c'est Mehenna Djebbar qui t'a instruit pour brûler, tout ça, pour tuer, je te lâche. C'est-à-dire, il y a un complot, non seulement c'est un complot, c'est vérifié, et contre Mehenna Djebbar aussi. Alors on sort des rumeurs, c'est Mehenna qui a brûlé l'Arvanat. Et d'autres au gradé de l'armée de la région, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Mehenna. Voilà, donc celui qui a brûlé l'Arvanat, c'est le pouvoir, et ce n'est pas le MAC, bien évidemment. Voilà, c'est triste quand le pouvoir algérien demande l'extradition d'Axel Belabassi. D'accord, c'est le pyromane, c'est lui qui a brûlé l'Arvanat, qui a donné. Il est preuve, il n'y a pas de preuve. Comment tu n'as pas de preuve? Un État qui demande l'extradition de quelqu'un qui a commis des crimes sans preuve. D'accord, monsieur. C'est comme je crois que tu allais me poser la question sur les biens mal acquis et tout ça. Alors, on va y revenir pour mettre un terme à cette émission qui est très pertinente. Mais quand vous dites, voilà, je comprends qu'on dit que ce soit pas le MAC, etc. Mais vous avancez des arguments. Eux, ils n'ont pas de preuves. Mais vous nous dites que c'est un complot. Est-ce que vous avez des preuves contre ça? Attendez, ça ne vous suffit. D'abord, l'Arvanat est brûlé. Ça, on a des preuves. Ça, c'est un fait. Et Khalid Jeune, il n'en reste personne. Des morts et des gens qui ont tout perdu, t'as pas besoin. T'as des photos, d'accord. Tu as les photos de Jamal Ben Smaïl dans le fourgon. Bien sûr. Donc on a même des vidéos. Oui, des vidéos. Donc c'est la police qui l'a arrêté. C'est à la police de nous dire pourquoi on arrête des foules, on arrête Jamal Ben Smaïl.
Pourquoi c'est Jamal Ben Ismaïl qu'on a arrêté? Pourquoi? D'abord, ils l'ont arrêté, c'est sûr, on a des preuves. Pourquoi l'avoir arrêté? Il faut qu'ils nous disent. On arrête comme ça quelqu'un, on sait qu'il est arabophone en plus. C'est bien ça. Dans les foules, des gens qui se dépêchaient avec des seaux d'eau, des machins et tout ça, tu reconnais quelqu'un qui est arabophone et tu l'arrêtes. Et l'information, on a des preuves, l'information est sortie tout de suite, on a arrêté le pyromane. Le pyromane, c'est Jamal Ben Ismaïl. Donc, c'est des preuves, ça. Et la police, il faut que la police dise dans le procès expéditif, une journée, tu condamnes 49, alors, tu condamnes 49 personnes à mort, et à l'appel, tu laisses que 38. Et les 11 autres, comment? Tu condamnes quelqu'un, tu te trompes dans une personne, mais 11 personnes qui ne sont plus condamnées à mort. C'est pas un procès, ça. Quand tu condamnes quelqu'un à mort, c'est que tu as des preuves matérielles. 49, ça revient à 38. C'est un procès? Quelle preuve tu veux? Est-ce que la police t'a dit pourquoi il a arrêté Jamal Ben Ismaïl? Est-ce que les policiers qui l'ont livré, on a des vidéos, est-ce qu'ils étaient présents au procès d'Alger? Moi, c'est à partir du procès de l'Arvanati Rasm, de la Kabylie, je l'appelle procès de la Kabylie, de l'Arvanati Rasm, j'étais là-bas. C'est à partir de ce jour-là, quand j'ai entendu le verdict, je me suis dit, je n'ai rien à faire ici. Je n'ai absolument rien à faire ici. Un pays. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de... À ce moment-là, j'avais un projet en Algérie. Je devais faire une compagnie aérienne avec un associé de Béjaïa, qui est actuellement président du MOB d'ailleurs, et je suis pour quelque chose d'ailleurs. On devait lancer une application VTC, mais par contre l'application VTC, je ne voulais pas la faire hors la loi. Il n'y a pas de cahier de charge. La compagnie aérienne, il n'y a pas de cahier de charge. On a passé 6 mois, plus d'1 an à courir entre Beauvais, l'aéroport de Béjaïa, machin, des monteurs. J'avais un journal, on m'a donné l'agrément d'un journal électronique. Je devais commencer tout ça. Je me suis installé à Béjaïa, à Azazga, Fafreha et à Alger. J'ai mis une croix, je suis parti. Et j'ai décidé, pour participer au débat, de me présenter aux élections présidentielles, pour participer au débat, pour proposer quelque chose, pour dire ce que je suis en train de dire. Eh bien, j'ai vu que les portes sont fermées. On attend des jours meilleurs. C'est pour ça que la seule solution, je vais encore dire des précisions, le général Toufiq a les clés. Si ça marche, c'est aujourd'hui. Le général Toufiq a les clés de l'Algérie. S'il veut, d'abord, si ça ne va pas, c'est lui. C'est lui le premier responsable. Alors, si ça va, c'est lui. Et nous restons dans cette situation, c'est-à-dire l'avenir, c'est lui qui a les clés. J'espère, jusqu'à demain. C'est lui le responsable. Donc aujourd'hui, le général Toufiq, âgé, là, c'est ce qu'on dit. Mais il va mourir, ça ne sert à rien qu'il se cache, il faut qu'il dise des choses, il faut qu'il sauve le pays, il faut remettre le pays aux mains de ses enfants les meilleurs, les démocrates, qui penseront à la mémoire des martyrs qui se sont sacrifiés pour ça. C'est lui le responsable, et c'est lui qui peut faire quelque chose. Quand je dis lui, c'est l'homme providentiel, c'est lui qui peut faire avec ses hommes. Parce que nous sommes capables de rien faire. Quand je dis nous, tous ces démocrates qui ont peur, qui se cachent, ils sont démocrates non pratiquants, comme les islamistes non pratiquants aussi. Vous comprenez? Les démocrates non pratiquants. Il y a beaucoup de démocrates non pratiquants, d'intellectuels non pratiquants. Ils sont, oui, d'accord, quand je vois quelqu'un me dit, oh, il faut faire ça, parle. Il y a le feu, quand est-ce que vous allez parler? Oui. Certains amis, non seulement ils ne disent rien, mais quand je parle comme ça, ils me disent, t'es fou, tu n'es pas courageux, tu es malade, tu es suicidaire, c'est-à-dire ils vont me tuer. Moi, Comme sur le foncier, par exemple.
Ben, bien, le foncier, c'est très grave. Le foncier est en main des Ottomans. C'est une réalité. Je vais te citer un exemple. Alors, voilà, d'abord, ne mérite pas le sort qu'il a là. Même si je suis d'accord qu'il a fait plus que Haddad Arbarab. Arbarab, son usine de l'huile à Béjaïa, il n'a ni autorisation, ni étude sur l'environnement et la santé. Rien. Et puis, pour investir, il a acheté un terrain entre l'aéroport de Béjaïa et Capritou, sur le littoral. Gauche et droite, il a acheté ce terrain, un grand terrain. On parle de 1800 hectares, il l'a acheté à un Ottoman, les Tanzanies, les Ottomans. Il a payé ce terrain, je dis à Tebboune et aux autres, il a payé 1200 milliards. 1200 milliards. Tu comprends? Et ce terrain appartient à trois familles autochtones qui étaient chassées, qui habitent au haut à Bourdifa. Famille Marouche et tout ça. Et j'ai vu Arbarab pour lui dire ce terrain n'appartient pas à Tanzanie, pourquoi tu l'achètes? Pourquoi tu ne l'achètes pas aux autochtones? Ils me disent, ils ont un acte de 1952. C'est faux, c'est pas vrai. C'est un acte trafiqué. Tout le foncier appartient à ces gens. Tout le foncier appartient à ces gens. Ce n'est pas normal. Et Arbarab qui était en prison, j'ai été pour qu'il sorte. J'ai tapé sur la table. Que ce soit à Babjdid, que ce soit sur Benasser et tout ça. Pour qu'il sorte, d'ailleurs, pourquoi Tebboune protège les enfants à Gaït Salah, qui ont tué un Oueli. Ce n'est pas normal d'emmener Saïd Narza en prison, de décorer Moulin et de protéger les enfants à Gaït Salah. C'est mafieux. Arbarab, pour sortir de prison, il a payé 75 milliards aux enfants de Gaït Salah. Je regarde la caméra. Arbarab a payé, Omar Arbarab m'a envoyé son directeur de communication. On a fait 2 réunions. Moi, avec le directeur d'Evcon, avec le directeur de Liberté, avec son directeur de communication. Son directeur de communication m'a dit, Omar Arbarab t'a dit, papa a décidé de vous autoriser à négocier. Négocier quoi? C'était finalement donner, payer, trouver quelqu'un, et ça se passe comme ça en Algérie. Alors, attendez, développer. Payer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut Et dire? Saad Arbarab, en prison, a demandé à ses enfants, négocier, payer, il faut que je sorte d'ici. D'accord. Donc Omar Arbarab À payer. a payé 75 milliards, a donné 75 milliards aux enfants de Gaït Salah pour qu'ils sortent de prison. Les enfants de Gaït Salah ont fait pression sur son père. Et c'est comme ça qu'il est sorti de prison. Et on ne le lâche pas aujourd'hui. Ça, c'est une information que je te donne. Alors, on arrive à la fin de cette émission et alors tout ça, ce sont des biens mal acquis, etc. Et on tombe justement aujourd'hui sur un sujet d'actualité. Il y a eu une demande de 53 demandes de restitution justement de biens détournés qui a été faite par le gouvernement algérien à 11 pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ces demandes sont émises par la justice algérienne. Il n'y a pas de justice en Le Algérie. 4 avril, Il n'y a aucune justice en Algérie. C'est qui ces 53? Alors, moi je suis témoin. Évidemment, moi je suis un peu estomaqué quand je vois, je discute avec des gens, ils me disent Ali Haddad, il est condamné. Condamné par qui? Tu me dis qu'il n'y a pas de justice en Algérie. Il est condamné par cette injustice algérienne. Qu'est-ce qu'il a fait Ali Haddad? Ali Haddad, c'est un homme d'affaires. Je suis le seul Algérien à être partie civile dans son procès. Dans son procès, oui. Ouais. Je défie un Algérien qui est partie civile dans le procès de Haddad et dans le procès qu'on appelle à Milan de son attraque et de Cheikh Ibrahim. Il n'y en a pas. Ni journalistes, c'est des peurs. Pourquoi il y a... Alors c'est pour ça qu'il y a des gens, des amis qui me disent tu n'es pas courageux, tu es malade. Je suis le seul à être à Bab Jdid, voir avec, je te cite les colonels qui géraient les dossiers,
le colonel Abdelkader Bokhelda, Donc, l'Algérie Morad n'a- Zardoudi, n'a rien Mohamed inventé. Ouled Mari. C'est les gens qui ont géré tous les dossiers de la corruption, je les connais, je prends du thé avec eux dans leur bureau de travail. Quand je veux. J'ai des secrets que je ne vais pas déballer aujourd'hui par respect à d'autres personnes. Ali Haddad, qu'est-ce qu'il a? Ali Haddad, c'est un homme d'affaires. Il doit 22 000 milliards à la banque. Aucune banque n'a déposé plainte contre lui. Aucune. Son arrestation était légale. On a inventé des gens, il a des passeports anglais. Oui. Il n'a ni passeport anglais, ni passeport hongrois, il a un passeport. Par contre, il a deux passeports. Ce qui est normal parce qu'il a beaucoup de tampons en tant que président du FCE. Donc, quand il y a plus de pages. Donc, par contre, il a des visas dans le passeport, on lui a fait avec autorisation. Un autre passeport réglementaire. c'est le même numéro, c'est des pages. D'accord. Deux passeports. D'ailleurs, quand on a convoqué son frère Rebouh, président de l'USMA, Oui. quand on l'a convoqué à Berjdid, il a ramené deux passeports parce que président il était à la FAF. Il avait beaucoup de visas dans un passeport, on lui a rajouté un autre. Le même numéro, c'est des pages. Donc, on a inventé beaucoup de. Haddad, quand je vois Tebboune justement, il a une haine contre Haddad grave. Parce que Haddad a des secrets encore sur Tebboune. Naturellement, il a tous les secrets. Là, c'est Haddad, envie d'en rire. il a deux cimenteries. Rapidement, avant de donner une... S'il a 22 000 milliards de prêts bancaires, on va voir qu'est-ce qu'il a fait avec. Il a deux cimenteries, Djelfa et Rélisé. Il y a refoulement, ça veut dire... Il a, vous savez, quand Tebboune te dit on va faire le Qitar, le terrain, chemin de fer, tu sais les traverses de train là, c'est lui qui les fait à Timouchen. C'est lui, c'est une usine extraordinaire. Il a aussi la tuberie de Betiwa à Oran, des tubes de 50 mètres et tout ça pour les pleins. Ça c'est Haddad ça. Il a aussi la charpente métallique, on importe tout, la charpente métallique qui est à Aqdou. Il a aussi l'acier Et ça. comment ça s'appelle, au-dessus de Annaba, à Tarf. C'est 5 usines, 22 000 milliards. Il les rembourserait en dollars en 2 ans. Pourquoi l'avoir arrêté? Tebboune te dit, il envoie Rezig, drapeau algérien, les pipelines, quoi? C'est des usines qui appartiennent à Haddad, monsieur. Comme, alors je vais défendre encore Koninev. Wallah, les usines qu'a Koninev, les Américains ne les ont pas. Mais ce qui me fait mal au cœur, une entreprise de Haddad. Arrête Haddad, Ali Haddad, fais un procès. Mais pourquoi tu casses cette entreprise? Ils ont nommé des administrateurs qui ont volé, qui ont cassé l'entreprise. C'est ça un État? C'est une mafia. C'est une mafia. Voilà, la destruction de Cévital. Comment? Rabarab? Il a triché, il a fait. Oui, d'accord. Tu le sanctionnes financièrement. Tu n'interdis pas à Rabarab de rentrer dans l'usine de Cévital. Tu n'y enlèves pas son passeport. Tu ne places pas Malik Rabarab à la place de Omar, tu rentres dans la famille. C'est l'humiliation. L'humiliation. Même d'autres. Le Hadj Sommam, dernièrement, il est mort, là, il a fait pour l'Algérie. Il a acheté des générateurs d'oxygène quand il fallait. Tout ça. Même cela, on lui a dit, tu as remplacé l'État. Pourquoi tu achètes des générateurs? D'où vient l'argent? On lui a fait un redressement. Il a peur d'aller en prison. Il n'a pas été bon, parce qu'il était habile. Tout le monde passe, tout Kabyle passe. Chasse au Kabyle. Alors, c'est triste. D'accord. D'ailleurs, j'ai titré un papier quand le Hadj Sommam est décédé. Oui. J'ai dit il n'y a aucune différence entre le Hadj Sommam, parce que j'ai vu Rabarab là-bas était comme un cadavre. Rabarab est mort, Ali Haddad est mort, le Hadj Sommam, sauf, comme disait Ekmek, il a c'est la chaîne, voilà. Alors, il y a aussi Bouchouareb qui a défrayé la cour. Bouchouareb,
on demande son extradition. Il Qu'est-ce m'a qu'il a dit, fait? Il a allez détourné là-bas, l'argent. attendre. Ça, là, Donne-moi on les va preuves. éloigner un petit peu Tu du crois que cliché. Bouchouareb, Mais moi là, je connais c'est Bouchouareb. pour ça que je suis Bouchouareb, souvent c'est un malade expulsée, mental. parce que je n'ai pas été Et il revenue, a eu j'étais des chèques, expulsée il de a mon encaissé, pays. il a eu Mais des ouais, mais moi, c'est trop virements. gentil, on C'est éloigne c'est quelqu'un, des ben sacs là-bas. d'argent Oui, qu'on lui ramène, comme on ramène Bouna Boualam Boualam, il y a d'autres. Il les transfère aux Émirats, au machin, à Dubaï, comme fait tout le monde, ou en Turquie. Mais ils n'ont aucune preuve. Moi, j'étais partie civile dans le procès de Sonatrach. Il n'y a ni Sonatrach ni Chakib Khalil à Milan. Le procureur de Milan, Fabio De Pascal, le tombeur de Berlusconi. Il m'a dit, c'est un procès italo-italien. Farid Bjaoui a eu une commission légale parce qu'il a eu le projet de 8 milliards en Algérie. Mais on me dit d'impliquer Chakib Khalil, machin, c'est des bouts de papier qu'on m'envoie. C'est pas des preuves. Chakib Khalil, il a volé quoi? Chakib Khalil, je vais le dire aussi, Chakib Khalil est victime de ses compétences. Moi, j'y étais jusqu'au bout. Le procureur de Milan n'a pas voulu le convoquer. Il m'a dit, je ne peux pas convoquer quelqu'un parce qu'on m'envoie des bouts de papier. C'est des bouts de papier. Les Algériens, le frère Assed, Bouteflika, machin, voilà, bouts de papier, ni signé ni rien. La justice, on a besoin de preuves, monsieur. J'ai été jusqu'au bout. Il n'y a ni Sonatrach ni Chakib Khalil. Monsieur Mortal, vous nous avez donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Vous avez évidemment, hein, il n'engage que vous, mais ceci dit, vous nous avez noyé sous ces informations, presque, hein, sur des choses qu'on savait pas, on se doutait. Alors, est-ce que aujourd'hui, quel est le mot, si je vous donne le mot de la fin, par rapport à en tout cas ce gouvernement, ce qui se passe aujourd'hui, ce coup d'État, comme vous l'appelez, quel serait votre mot de la fin? Moi, Parce que c'est quand même c'est un mot qui choque. Hein, moi, j'ai envie que l'Algérien n'ait pas peur. Il va où il veut, il dit ce qu'il veut. Si je te défame, tu vas en justice, je paye. C'est la justice qui me fait payer. Tu comprends? Je veux que Nourdine Boukroha rentre en Algérie sans avoir peur. Je veux que Saïd Saadi rentre en Algérie. Je veux que Farhat Mahani rentre en Algérie. Je veux que Amira Bouraoui rentre en Algérie. Je veux qu'Abdou Souma rentre en Algérie. Tout le monde rentre en Algérie, rentre, sort et tout ça. Il y a à faire. L'Algérie peut devenir une Algérie algérienne. Tout le monde doit être respecté. Personne ne sera complexé. Non, mais Et l'Algérie peut devenir le centre de la Terre. Quand on a 5-7 millions d'Algériens en France, on doit avoir automatiquement de bonnes relations avec la France. Quand on achète du blé, on favorise la France par rapport à d'autres. On fait des passerelles avec la France, avec cette diaspora algérienne. Je n'envoie pas le recteur de la mosquée de Paris pour l'organiser. Je n'envoie pas Zeribi pour crier tous les jours contre je sais qui. Et puis à Rotaillot, je vais défendre encore Rotaillot. Rotaillot est dans son droit. Rotaillot n'a pas insulté l'Algérie, n'a pas insulté les Algériens, n'a pas insulté le drapeau, ni les martyrs, ni la révolution, ni rien du tout. D'abord, les Algériens démocrates, quand Rotaillot parle des passeports diplomatiques, des familles, de la mort culturelle, ils doivent le soutenir. Et oui, mais c'est ça. Nous avons, regarde, je vais te donner encore une information. Entre 1500 à 2000, anciens ministres, anciens députés, anciens sénateurs algériens payés en Algérie, parce qu'ils ont fait une loi, à vie, 60 millions, 80 millions, ils vivent tous à Paris, ils ont la résidence, eux et leurs enfants, et ils ont des entreprises en Algérie. C'est des voleurs. Et ça, tout le monde le sait. Et quand ils parlent des passeports à Toulouse, ce n'est pas légal. Quand quelqu'un rentre, la légalité, attends, il y a deux choses, il y a deux étages. On parle du Maroc, de la Tunisie, tout ça. Oui, mais quand vous savez, quand on veut expulser un OQTF, il faut avoir un truc, un laissez-passer consulaire. Consulaire, oui. Pas le consulaire. Quand il n'est pas identifié, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils font les sans-papiers. Ils jettent ses papiers, quand on l'attrape, eh ben, je suis malien, je suis japonais, je suis machin, donc on ne trouve pas qu'il est algérien, on le lâche. Mais quand il a un passeport sur lui,
il est identifié, la France veut l'expulser, c'est son affaire. Elle est libre, oui. L'Algérie le refuse. Donc, aujourd'hui, comme elle a refusé, par exemple, moi je ne suis pas d'accord, comment un certain Doualem qui menace des Algériens comme moi en France, et quand la France veut l'expulser, on le refuse là-bas. Ça veut dire quoi? C'est humilier la France d'abord. Moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être, parce que je ne veux pas que l'Algérie soit humiliée aussi. La France est dans son droit. Et quand on attrape les gens qui ont fait ce coup de barbouzerie à Amir Dezeb, voilà encore une fois un général qui gère les services algériens, qui est monté par connaissance des enfants de Tebboune général. Alors, on parle de qui? Je parle de Sadaq. Comment tu organises une opération délicate comme ça? Sadaq qui? Moussaoui, d'accord. la DGSE algérienne. D'accord. C'est lui qui a géré cette histoire de barbouzerie de coup contre Amir Dezeb. Maintenant, tout le monde sait. Mais parce qu'il n'a pas eu son grade par le cours des choses. D'abord ça, quand il dit les autres colonels qui ne sont pas montés généraux, eh ben ils sont pas d'accord. C'est des pistons. Mais les autres généraux qui sont plus capables que lui à la DGSE, ça c'est des pistons des enfants de Tebboune. Alors, voilà les erreurs. Il fait une opération délicate comme ça, il envoie ces gars avec leur téléphone de travail. Donc tout est, on ne laisse pas de traces quand on fait un truc comme ça. On pourra en revenir. Alors, mais on ne laisse pas de traces. Je dis ça, on regarde dans les films, oui. On regarde dans Colombo. Mais il a laissé. Vous savez, il y a une histoire kabyle, on la raconte. Il y a deux voleurs qui sont dans un tunnel, il y a des portes et tout ça. Donc, quand il ouvre, le premier qui ouvre la porte, il dit au deuxième, attention à la porte, c'est-à-dire ne fait pas de bruit. Alors lui, il enlève la porte, il ne prend pas la porte, ne fait pas de bruit. Donc, voilà ce qu'il a fait à Moussaoui. Ça fait rire, mais je te jure que... Oui, il y a une vérité derrière, c'est clair. Alors, ce sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle émission à ce sujet, hein, pourquoi pas. C'est un sujet dont les téléspectateurs sont demandeurs. Je crois que Tebboune a peur des gens compétents. On découvre maintenant, malheureusement, il est médiocre, il n'est pas compétent, le costume est trop grand pour lui, il adore amener des gens faibles et incompétents. Donc après, c'est lui qui commande. Moi, je connais Rzig me dit, avec des témoins, il sait que je connais très bien Kamel Sédissé, il me dit, demande à Kamel de dire à Tebboune de m'appeler, je vais le faire. Et c'est ça un État. C'est ça un État. C'est lui, c'est Rzig qui m'a appris ce que c'est que le Kaba. Moi, je croyais que quand on parle du Kaba, commerce du Kaba, qui est légalisé aujourd'hui, moi, je croyais que c'était des valises, des Kaba. Oui. Parce que j'ai un ami, c'est le même d'ailleurs qui devait être associé avec moi dans cette compagnie aérienne. On terminera sur cette anecdote. Alors, cette anecdote, elle est intéressante. Donc, lui, il est branché aussi dans la téléphonie avec Samsung et tout ça. Donc, on rentre chez lui, je connais Rzig. On rentre chez lui, il lui a dit, je peux d'abord importer, c'est sûr, à bas prix, et puis fabriquer ici, l'intégration, fabriquer l'écran. L'écran, c'est important. Je peux amener des machines, fabriquer ici, même vendre pour d'autres fabricants. Il lui a dit, même non, mais pas d'importation, il n'y a pas de... Il lui a dit, monsieur le ministre, comment? Je viens de Béjaï, on a été à Oran, à Tizi Ouzou, à Bouira, à Alger, tous les magasins ont des téléphones dernier cri, c'est qu'il y a de l'importation. Il lui a dit, mais ça, c'est le Kaba. Je lui ai dit, monsieur le ministre, le Kaba, il va alimenter... Il m'a dit, ça fait pour toi, le Kaba, c'est la valise, le Kaba, c'est des conteneurs. Ah bon? On n'a pas la même vision des choses. Je t'assure que c'est la première fois que j'ai su que le Kaba, il m'a dit, c'est des conteneurs. Et comment il rentre? Il me dit, il n'y a pas d'importation. Il me dit, déclare autre chose qui est légale, et il importe des téléphones. Mais donc, il a dénoncé la douane, la police, tout le monde est corrompu. Et donc ça veut dire que sous cette formule... La même chose. Il y a quelqu'un avec lui, il lui a dit Nutella. Vous dites que c'est interdit, Nutella de Hollande et de Belgique. C'est interdit. Interdit à l'importation. Il a dit oui. Il a dit, mais tous les gens qui font des crêpes avec de Nutella et tout ça, des super des Nutella de... Et il lui a dit, c'est le Kaba aussi. C'est de n'importe quoi. Donc Tebboune, il aime bien ces gens-là.
qui ne font rien. Alors, le ministre qui me dit de demander à Kamal Sidi Saïd, de dire à Tebboune de m'appeler, de je vais faire. C'est ça un ministre. C'est ça le niveau des ministres. Ils sont du même niveau que Tebboune. Monsieur Mokhtar, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté cet entretien sans détour. Avec plaisir. Vos analyses et vos mises en garde aussi nous permettent de penser autrement, voir les choses autrement, et de comprendre les rapports dans ce pouvoir en Algérie et surtout les dynamiques qu'on peut trouver, ces dynamiques profondes qui agitent justement ce pays. Merci encore, merci de votre franchise. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir écoutés. Monsieur Mokhtar, bonne soirée, à très bientôt. Merci, c'est moi qui te remercie. Merci, au revoir. Au revoir.